Comment encourager une pensée critique et indépendante? Ça, c'est un sujet de société qui intéresse tout le monde. Dans le monde où nous sommes aujourd'hui, il y a la désinformation, il y a les fake news, il y a des gens de tout acabit qu'on retrouve sur aujourd'hui Internet et dans le monde. Si tu ne développes pas la stratégie de pouvoir réfléchir par toi-même, si tu ne te libères pas en comprenant ce qui se passe autour de toi, tu seras toujours le dindon de la farce. Et c'est ce qu'on va vous expliquer dans cet article. Dans un monde où les opinions politiques et les intérêts personnels semblent dicter nos choix, il est essentiel de se demander comment encourager le peuple à prendre des décisions basées sur une analyse objective des projets et la crédibilité de leurs auteurs. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, là, c'est un monde aujourd'hui où chacun est en train de lutter pour ses intérêts. Quand vous prenez les politiciens, eux ils disent ce qui les arrange pour que même leurs mensonges deviennent des vérités. Nous-mêmes aussi, c'est une obligation que chacun d'entre nous cherche à défendre ses intérêts personnels. Mais lorsqu'on regarde ces réalités que je viens d'évoquer, si toi tu n'as pas les bonnes informations, comment tu peux prendre des décisions de façon autonome? Ça veut dire toi-même tu dis cette décision-là, c'est moi-même j'ai pris cette décision. Ou bien, comment tu vas faire pour prendre des décisions après avoir réfléchi, après avoir fait l'examen de ton esprit pour dire voilà l'information qui m'arrange par rapport à mes intérêts. Même parmi les diplômés et les individus instruits, il est souvent difficile de voir au-delà des affiliations politiques et des préjugés personnels pour évaluer rationnellement les informations qui nous sont présentées. Ils disent, même aujourd'hui quand tu prends les gens qu'on dit ils ont doctorat, les gens qui ont bac, les gens qui ont CP, les gens qui ont maîtrise, les gens qui ont licence, les gens qu'on dit ils sont là à l'école, ils sont instruits là. Il dit aujourd'hui, eux-mêmes là on les trompe. Regardez par exemple les partis politiques, les Bredoumi Soumaïla, les Osman, eux ils disent qu'ils sont docteurs. Mais leur parti politique les amène à mentir aux gens. Combien de mensonges ont été faits entre janvier et mars? Ils ne respectent pas leur âge, ils ne respectent pas les études qu'ils ont faites et ils ne respectent pas les populations. Parce qu'ils sont dans un parti politique, ils veulent atteindre leurs objectifs. Pour eux donc, eux qui étaient les hommes diplômés, les hommes instruits, quand on voit que c'est eux qui viennent mentir aux gens, mais on se pose la question de savoir, est-ce que quand tu es dans un parti politique, c'est le parti politique qui doit dominer tes idées, c'est le parti politique qui doit réfléchir à ta place, c'est le parti politique qui doit t'imposer tes jugements de valeur. Ce que j'appelle ici jugement de valeur, ça veut dire ta capacité à réfléchir et à décider librement ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Quand tu prends les journaux, chaque journal pour se faire vendre invente une spécialité pour attirer les gens. Et ça, on va appeler ça un leurre. Ça veut dire que c'est comme un piège qu'on met en face de vous. Pour pouvoir t'attirer, tu trouves que c'est joli, mais quand tu vas lire, tu vois rien de bon là-dedans. C'est comme quand tu vois un journal qui ment que depuis novembre 2024, que Nicolas Sarkozy est en train de faire un rapprochement entre Alassane Ouattara avec Jean-Louis Billon. Mais quelqu'un qui est averti comme moi, quand je prends l'article, que je lis l'article, je vois que l'article se répète lui-même. Ça, c'est un. En plus de se répéter, l'article ne dit rien d'autre. C'est comme s'il y a un rapprochement entre Alassane Ouattara et Tidjane Thiam. L'article nous est tendancieux. L'article nous dit, en fait, si Alassane Ouattara et
Tidiane Thiam se rapproche, c'est bon pour l'avenir parce que, etc. Thiam représente l'avenir. Et en plus encore, quand je fouille l'article pour voir qui a écrit l'article, je ne vois pas l'auteur. Donc, moi, je comprends déjà que c'est un faux article. C'est un article tendancieux. Et ce n'est pas la première fois que ces articles-là sont écrits. Et donc, pour moi, je comprends que ce n'est pas vrai. Mais pour la majorité des personnes, elles vont tomber dans le panneau. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui face à toutes ces informations que tu reçois sur Internet, où on te dit quelque chose et son contraire à la fois? Toi, tu te places où? Est-ce que tu vas accepter d'être victime, avaler tout ce qui arrive sur toi? Ou bien est-ce que tu vas utiliser ton esprit, te mettre en hauteur et puis sélectionner les informations en utilisant ton esprit pour dire ça là c'est vrai, ça là c'est pas vrai. Et donc voilà comment je vais fonctionner. Il dit justement, c'est ça le problème. J'ai vu même un imam dire, nous sommes tous maudits. Tous les musulmans sont maudits. Moi-même imam, je serai le premier à vous accompagner en enfer. Parce que nous sommes maudits. Parce que tout ce que l'Occident nous montre, c'est ce que nous utilisons. Mais tout ce que le prophète nous a dit, nous avons laissé ça et nous suivons l'Occident. Et j'ai compris que cet imam était vraiment maudit. J'ai compris que la malédiction, c'était cet imam-là. Pourquoi? Parce que quand il parlait avec le micro des Occidentaux. Quand il parlait, il était habillé dans un habit qui a été confectionné en fonction des modèles occidentaux. Quand il parlait, la mosquée où il était en train de parler, c'est avec la technologie occidentale qu'elle est construite. Donc quand vous voyez de tels individus, quand il dit ça, les gens vont dire, ouais, l'imam là, lui, il ne s'amuse pas, hein. Lui, il est véridique, hein. Mais il est en train de tromper les gens. Parce que tu peux savoir si toi, tu es maudit. Lui, là, il peut savoir si lui, il est maudit. Mais tu ne peux pas dire tout le monde qui est dans la mosquée, là, que tout le monde est maudit. C'est une responsabilité qui est trop lourde. Et tu ne sais pas, au-delà de ce que tu ne sais pas. Si toi, tu es maudit, tu limites ta malédiction à toi-même. Comment tu peux vivre dans un système et dire en même temps que tu n'aimes pas ce système-là? Quand tu n'aimes pas le système occidental, avant de le critiquer, tu te soustrais, tu t'enlèves dedans. Tu vis comme au 7e siècle. Mais tout ça, c'est pour vous dire que ce soit la religion, que ce soit la politique, que ce soit même dans nos familles, tout est devenu mensonge. Aujourd'hui, dans nos familles, quand tu vois tout le monde t'appelle, c'est parce que tout le monde a besoin de toi. Mais quand personne n'a besoin de toi, tu ne recevras aucun appel. Aujourd'hui, le grand mensonge de l'argent a donné la place que chacun mérite dans nos familles. Quand tu vois, on dit, ah, si tel ne vient pas, il ne faudrait pas qu'on prenne une décision. Ce n'est pas parce qu'il est le plus sage de la famille. Hein. Ce n'est pas parce que c'est lui qui sait donner les meilleures idées de la famille. Mais c'est parce qu'on compte sur son argent. Ah, comme c'est lui qui a l'argent là, il ne faut pas nous, on va se mettre dedans. Et puis après là, ça va devenir quelque chose. Donc on va laisser celui qui a l'argent, quand il va venir, on va décider. Voilà la vraie réalité de cette parole. Donc dans un tel monde aujourd'hui là, la première question que tu dois te poser, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Que ce soit les partis politiques, que ce soit les religions, que ce soit nos familles, que ce soit les journaux, que ce soit les hommes politiques, tout est faux. Comment pouvons-nous espérer que la population prenne des décisions éclairées si même ceux qui ont reçu une éducation formelle réagissent de manière partisane et émotionnelle lorsqu'il s'agit des sujets sensibles?
Mais le drame dans cette histoire, c'est ceux en qui la société devrait faire confiance, comme les politiciens, comme les intellectuels, comme les religieux. Est-ce qu'on n'a pas vu tout récemment des religieux catholiques en train de se déguiser sous le sceau de la religion pour devenir des militants de Laurent Gbagbo? Mais quand c'est comme ça, là, c'est ceux-là qui font que on finit par désespérer même de la foi en Dieu. Et donc, c'est devenu un grand défi. Explorons les défis auxquels nous sommes confrontés pour encourager une pensée critique et indépendante dans la prise de décisions malgré les obstacles sociaux et éducatifs qui entravent souvent ce processus. Donc, quand on se retrouve dans un tel monde, la seule stratégie qui est payante, c'est d'encourager tous les esprits qui veulent se libérer. On vous demande d'être capable de réfléchir par vous-même. Quand vous prenez une décision, dites-vous, c'est moi-même j'ai fait l'analyse et la somme des décisions avant d'en arriver à cette décision-là. Et donc, je ne me suis pas basé sur tout ce que j'ai vu ou j'ai entendu. Mais j'ai pu me baser, après tout ce que j'ai vu, j'ai pu me baser sur tel système de réflexion pour en arriver à là. L'influence des affiliations politiques et les intérêts personnels. Les affiliations politiques et les intérêts personnels peuvent souvent nuire à la capacité à évaluer objectivement les informations et les projets qui nous sont présentés. Lorsque nos décisions sont motivées par des loyautés partisanes ou des gains personnels, il devient difficile de prioriser l'intérêt collectif et de prendre des décisions basées sur des données factuelles. Et là, lorsque nous sommes dans le monde de la politique, si on veut gagner un intérêt personnel avec des politiciens, on est obligé de mentir. Si on veut gagner en loyauté dans notre parti politique, on est obligé de relayer les mensonges du parti politique. Et donc l'individu ne réfléchit plus. L'individu devient un passoire. L'individu devient un élément qui va projeter les mauvaises informations. Parce qu'on est des partisans. Et si tu ne suis pas cette voie-là, tu n'es pas un bon partisan. Et ceux qui veulent bien comprendre, lisez le livre de Simone Veil. Vous allez comprendre ça là-bas. Et tout ça, on le fait pourquoi? Soit pour qu'on soit vu comme des partisans les plus loyaux. Et c'est ce qu'on constate avec les vieux du PDCI. Ils n'ont pas honte de leur âge. Ils ne tiennent pas compte de leurs études. Ils sont devenus aujourd'hui des chiens policiers à la solde de l'école du mensonge de Tidiane Thiam. Ou bien pour certains, eux ils cherchent à gagner leur mangement. Donc là, eux s'en foutent. Eux ne réfléchissent pas. Mais quand on fait tout ça là, quand on agit comme ça là, sans le savoir, on crée les conditions pour égarer la majorité du peuple. Parce que tous ceux qui croient en vous, vous les égarez en même temps, sans tenir compte des conséquences de ces décisions-là. Et aujourd'hui, ce genre de personnes sont multiples en Côte d'Ivoire, comme Osman, comme Bredoumi, comme Dagaré Ange, comme au sein du PPACI. Le seul parti qui se prive et qui a encore des légats vis-à-vis de ce qu'il dit, c'est encore le RHDP. Mais quel est le rôle de l'éducation dans la pensée critique? La pensée critique ici, c'est ce que nous faisons chaque fois. Je dis même moi éclaireur, ce que je vous dis là, tapez sur Google pour vérifier. C'est pour développer votre pensée critique. Ne croyez jamais en quelqu'un sur parole. Croyez plutôt aux faits. Oui, ce qu'il dit là, moi-même j'ai vérifié, c'est vrai. Et c'est ce que je fais toujours ici. Et c'est une éducation dans la pensée critique. Pourquoi cela est important? Parce que quand tu découvres quelque chose de toi-même, ça renforce ta capacité à pouvoir relayer cela avec objectivité. Mais comment on fait pour avoir la pensée critique? L'éducation devrait jouer un rôle crucial dans le développement de la pensée critique. Cependant, de nombreuses institutions éducatives mettent davantage l'accent sur la mémorisation des faits que sur la capacité à analyser, à évaluer et remettre en question des informations présentées. Il est essentiel de repenser nos méthodes d'enseignement
pour encourager les élèves à penser de manière autonome et à remettre en question les normes établies. Pour arriver à créer des individus qui pensent et qui peuvent s'assumer dans leurs pensées, il faut redéfinir notre système d'éducation. Dans les écoles aujourd'hui, on dit, c'est celui qui sait faire boileau, celui qui sait retenir là, c'est lui qui est le plus important. Pourtant, c'est faux. Dans la vraie vie, tout ce que tu as retenu là, si tu n'as pas pu digérer ça, réfléchis sur ce qu'on t'a enseigné. Le monde change, le monde évolue. C'est pourquoi notre système éducatif est devenu un système de répétition. Et c'est pourquoi nous n'avons plus de savants. C'est pourquoi nous n'avons plus nos docteurs que vous voyez là. Ce sont des gens qui n'ont fait que répéter ce qu'on leur a enseigné. Et donc, ils se disent docteurs, mais en réalité, ils ne valent pas mieux que des gens qui sont restés à patiner sur eux-mêmes. Ce qu'on devrait faire, c'est de permettre aux uns et aux autres que ce qu'on vous enseigne là, doutez de ça et cherchez à voir s'il n'y a pas une alternative meilleure. C'est vrai, voilà ce qu'on vous a enseigné. C'est une vérité, mais essayez de pousser les limites de cette vérité pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres stratégies, s'il n'y a pas d'autres aspects. Et ça, notre enseignement aujourd'hui devrait plutôt encourager la pensée critique, permettre aux élèves de réfléchir de manière individuelle, de remettre en question ce qu'on leur enseigne. Quand on dit que la terre n'est pas plate, l'explication qu'on donne, il faut permettre que l'individu lui-même se dise, en tout cas, ce que moi je vois, c'est plate. Mais pourquoi c'est pas plate? Il va se poser lui-même ses questions, faire ses recherches et se faire son opinion. La nécessité d'une information impartiale et transparente. En ce qui concerne tout ce qui est système d'information, pour prendre des décisions éclairées, il est essentiel d'avoir accès à une information impartiale et transparente. Les médias, les institutions gouvernementales et les acteurs politiques doivent fournir des données fiables et objectives afin que le public puisse évaluer les projets et les politiques en toute connaissance de cause. Dans les journaux, si on voit la HACA et qu'on dit qu'ils ne font pas leur travail là, c'est parce qu'ils connaissent les contenus des journaux. Ils savent que ces contenus-là n'amènent nullement l'Ivoirien à grandir. On écrit n'importe quoi. Les gens écrivent ce qu'ils veulent. Il y a des articles, quand tu lis, tout ce que tu regrettes, pourquoi tu as perdu ton temps. Les gouvernants doivent être capables de donner les informations fiables et des informations qui soient basées sur le bon sens pour que chacun puisse les prendre, les analyser. Par exemple, quand dans l'IPC, on dit par exemple que la Côte d'Ivoire, non, c'est pas IPC, c'est un autre système. Je me trompe, mais il est important de ne pas se tromper. Et donc, permettez-moi que je puisse trouver véritablement ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est le CPIA. C'est ça. Le CPIA. Country Policy and Institutional Assessment. C'est un rapport de la Banque mondiale. Quand on nous dit que la Côte d'Ivoire fait partie des 10 premiers pays africains, mais en même temps, dans le rapport, on trouve que la Côte d'Ivoire et puis le Kenya sont ex-aequo. On classe la Côte d'Ivoire 4e et le Kenya 3e. L'information est fiable, mais c'est à moi-même de décider. Je dis non, on ne peut pas être ex-aequo et puis être 4e et puis 3e. Moi, je ne peux pas croire à ça. On dit vous êtes au même niveau, vous devez être au même niveau. Donc moi, éclairant, je dis c'est faux. La Côte d'Ivoire et le Kenya sont 3e ex-aequo avec 3,8 sur 6. Pourquoi Kenya va être 3e, Côte d'Ivoire va être 4e alors qu'ils ont le même point? C'est ce qu'on appelle la capacité de faire l'analyse critique et de tirer une conclusion.
je n'avale pas ce que je vois. Et ce que je vois, quand je finis là, je réinterprète ça à ma façon. Quand la Banque mondiale donne des chiffres, pour dire, ah, vous voyez, il y a tel nombre de personnes qui est sorti de la pauvreté. Mais en fonction des standards que la Banque mondiale donne, moi, je me dis, ce nombre-là représente quoi réellement? Quand la Banque mondiale nous dit qu'en 14 ans, la Côte d'Ivoire a pu passer, en termes de taux de pauvreté, de 51,5% à 37,5% de 2011 à 2022, 37,5%, ça veut dire quoi? Moi, je ne sais pas. Mais quand je fais 51,5 moins 37,5, je trouve 14% sur 11 ans. Donc, ça veut dire 14% des Ivoiriens sont sortis de la pauvreté. Je me pose la question, il y a combien de personnes qui vivent en Côte d'Ivoire? Il y a 30 millions de personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que 14% de 30 millions? 14% de 30 millions, c'est 4 200 000 personnes. Donc, quand la Banque mondiale nous dit le taux de pauvreté est passé de 51,5% à 37,5%, c'est un bon spectaculaire. Ça ne veut rien dire. Mais quand je digère l'information et que je ramène, j'ai dit aux gens, il y a 4 200 000 personnes qui sont sorties de la pauvreté selon la Banque mondiale. Est-ce que cette information n'est pas plus claire et plus simple? C'est ce travail-là que chacun doit être capable de faire. Ce n'est certes pas facile, mais c'est ce qu'on appelle mettre son esprit en capacité de pouvoir réfléchir. Mettre son esprit en capacité de digérer ce qui est en face de lui et de se faire une proposition de valeurs nouvelles. De se faire des nouvelles propositions. Je comprends les choses selon ma manière. Ce qui a été dit n'est pas faux. Mais quand j'arrive à digérer à ma manière et qu'on me demande, ton Ouattara, il a pu aider combien de personnes? Je dis, bon, en 2011 et 2022, il a fait sortir 4 200 000 personnes de la pauvreté. Mais il faut que les informations soient transparentes et vraies. Malgré qu'elles sont vraies, je réévalue l'information et je tire ce que je veux là-dedans. C'est cela qui est important. Une autre chose aussi qui peut favoriser la pensée critique et indépendante, il faut encourager le dialogue et les débats constructifs. Hier, j'étais très pressé. On m'a dit qu'il y avait un débat des jeunes sur la RTI. Quand je suis allé regarder, pour moi, c'était un débat vide. Quand j'ai regardé, je n'ai rien appris dans ce débat. Et ceux qui étaient là, eux tous là, on n'a rien appris avec eux. Et c'était un débat qui était fait sur fond d'hypocrisie. Je n'ai pas que regardé les individus. J'ai regardé le fond. J'ai regardé ce que chacun pense. J'ai regardé ce que chacun cache. Et donc à la fin, j'en suis ressorti avec un débat vide. Ça a été une perte de temps. Et pourquoi? Parce que dans un débat constructif et le dialogue sont essentiels pour promouvoir une pensée critique et indépendante. En encourageant la diversité des opinions et en respectant les points de vue divergents, nous pouvons créer un environnement où les individus se sentent en sécurité pour remettre en question les idées préconçues et explorer de nouvelles perspectives. Encourager une pensée critique et indépendante dans la prise de décision est un défi complexe, mais essentiel pour une société démocratique et informée. En reconnaissant les influences négatives des affiliations politiques et des intérêts personnels, en représentant notre approche de l'éducation, en promouvant une information impartiale et transparente, en favorisant le dialogue constructif, nous pouvons progressivement créer un environnement où les individus sont encouragés à analyser objectivement les projets et à évaluer la crédibilité de leurs auteurs. Cela nécessite un effort collectif pour cultiver
une culture de la pensée critique et de l'engagement civique. Mais les bénéfices d'une prise de décision éclairée et rationnelle en valent certainement la peine. Signé Delafosse François Dominique. Et donc, lorsque j'ai suivi ce débat, c'est un exemple que je prends. On dit qu'est-ce que les jeunes vont faire pour qu'il n'y ait plus de violence. Tout le monde dit non, nous lançons des discours pour que les jeunes ne tombent pas dans les méandres de la violence. Or, moi, je me souviens du dernier discours du président des jeunes du RHDP. Le discours que j'ai tant bien aimé. Il a dit que nous serons dans les rues et nous serons prêts à nous assumer. Un homme là, quand il dit quelque chose là, il ne faut pas oublier. Quand je m'en vais voir ce même jeune en train de dire que non, nous sommes pour la paix et autres, moi, ça me gêne. Hey, ne soyons pas des hypocrites. Quand je vois les gens du PPACI dire non, nous nous promeuvons, nous sommes en séance actuellement là, on est en train de se promener pour dire aux gens de faire la paix. Vous savez qui mente? Vous savez aussi que le représentant du RHDP a menti. La Côte d'Ivoire, on a aujourd'hui là, personne ne veut la paix. Parce que on ne s'est pas encore frotté les uns aux autres pour savoir qu'il faut se respecter. Non, il faut qu'on se mette ensemble. Et quand je vois les gens de l'opposition qui disent non, est-ce que toi, est-ce que la liste électorale là, on ne doit pas ajouter les jeunes? Il faut que tu dises qu'on ajoute les autres. Quand j'ai suivi, je dis mais quelle hypocrisie sociale. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a rien à espérer. Parce qu'on veut évoluer sous fond d'hypocrisie. Quand tu as dit, je parle du président des jeunes du RHDP, que ceux qui seront dans la violence là, ils vont nous avoir sur la route là. Est-ce que c'était un mensonge? Et donc, il faut qu'on s'assume. Tant qu'on ne fera pas comprendre aux violents que tant qu'ils seront fidèles à la violence là, nous serons là pour les neutraliser. Si on adapte nos discours en fonction des événements, mais ils vont finir par se dire, mais finalement, on peut avoir raison. On peut avoir raison. C'est un exemple parmi tant d'autres que je vous prends. Et il y a eu combien de dialogues? On a eu des dialogues avec les politiciens. Mais quelques mois après, ils se sont affrontés. Aujourd'hui, les vraies questions, si on veut se poser les vraies questions, c'est de d'abord mettre les situations sans état d'âme. Voilà ce qui fait que le pays, là, ça ne va pas là. On dit, voilà, les gens qui sont mauvais, on dit, c'est parce que vous êtes mauvais. Voilà ce que vous faites. Vous vous êtes spécialisé en détruire la vie des gens, à détruire les biens des autres, sous fond d'élection présidentielle. Laurent Gbagbo, là, c'est quelqu'un qui est un ennemi de la paix. Parce que pour lui, là, quand on va à une élection, il faut que lui gagne ou bien il faut qu'il y ait la violence. C'est quand on va mettre ces questions véritablement. Et dire à Tidiane Thiam, toi, Ousmane qui est là, qui est excité partout là, c'est parce que tu es nul que tu es excité. Sinon là, un homme, et quand je regarde l'hypocrisie du journaliste lui-même qui ne s'assume pas, ce sont ceux qui l'ont invité qui sont en train de lui dicter ce qu'il faut faire. Tout ça, ça m'amène à désespérer. Parce que lui aussi ne veut pas perdre son boulot. Et donc, il va laisser les désordres se faire. On pose des questions à des gens. Au lieu de répondre directement à la question, ils sont en train de tourner. Ils font ça une fois, deux fois, trois fois. Mais le journaliste n'a pas été capable de leur dire, monsieur, respectez l'intelligence du peuple. Quand on te pose une question en mathématiques, il ne va pas nous donner une question de littérature, une réponse de littérature. Tant mieux que mal, il a essayé. Mais le désordre qu'on a vu, c'est ce désordre-là qui est à l'intérieur. Et c'est ça la vérité de chacun. Le RHDP, à travers son représentant qui en a fait dans l'hypocrisie, qui n'a pas assumé ce qu'il a dit et qui adapte ses propos en fonction de l'auditoire. Alors qu'un homme, quand tu es vrai là, les gens vont te détester. Mais c'est ta marque de ta force. On ne déteste pas les hommes faibles. On ne déteste pas les vauriens.
On ne déteste pas les inutiles. On déteste ceux qui ont une âme forte. On déteste ceux qui ont de la capacité. On déteste ceux qui en valent la peine. Et ceux qui cherchent à se faire aimer, c'est ceux qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. C'est ceux qui veulent plaire aux autres pour mesurer leur existence. Mais quand tu sais que tu vaux la peine, tu n'as pas besoin des autres pour exister là. Tu dis ce que tu dois dire. C'est vrai que nous sommes dans le politique. Et ça revient à la première thématique que je posais. Ah non, quand tu vas aller sur le plateau là, il ne faut rien dire de trucs. Alors que si on dit à chacun sa vraie vérité là, ça résout tellement de questions. Et quand on dit la vérité à quelqu'un là, même si elle n'accepte pas sur place là, mais quand elle va aller, elle va dire, ah, les gens sont en train de commencer à me dire ce que je suis, il faut que je change. Et c'est tout ça qu'on appelle aussi la capacité d'esprit critique, la capacité de s'assumer, la capacité de s'engager à avoir des décisions autonomes. Mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. On va lire l'édito de Mère Nefertiti et dès qu'on a fini, on va laisser rapidement le temps disponible pour que les uns et les autres puissent s'exprimer. Bonjour à tous, bonjour l'éclaireur. Aujourd'hui, j'ai un hommage à présenter sur la mère Ya Joséphine. Du haut de ses 128 ans, notre grande mémé, Ya Joséphine, fait notre fierté et démontre que l'espérance de longévité est possible à condition de respecter certaines valeurs et des règles de vie. Née le 1er janvier 1897 à Abradine 1, dans le département de Yakassé à Tobro, notre mémé, probablement la doyenne de la Côte d'Ivoire et de l'humanité, a bien connu l'histoire de la Côte d'Ivoire de l'époque coloniale jusqu'à nos jours. Savez-vous qu'à l'époque, l'indépendance de la France était fêtée en Côte d'Ivoire? Car mère, grand-mère, arrière-grand-mère, Ya Joséphine porte bien le poids de l'âge et surtout garde une bonne mémoire. Cette femme est une bibliothèque orale. Elle est la mémoire des récits du vécu de la Côte d'Ivoire. Son secret de longévité, comme elle le dit, repose sur la bienveillance, le sens du partage, ne pas penser du mal d'une personne, ni d'être rancunière et avoir une hygiène de vie saine. Elle a été résiliente et nous montre que le respect des valeurs humaines sont importantes. Nous lui rendons hommage aujourd'hui tout en priant qu'elle reste encore longtemps en vie pour profiter de la largesse du Prador qui vient de lui offrir une maison et sa prise en charge quotidienne. Nous invitons tout le monde à s'inspirer des valeurs de cette brave mémé. Nous souhaitons à tous les Ivoiriens longue vie, avoir la sagesse de Ya Joséphine, aussi qu'Allah montre sa miséricorde et accorde à notre Prador la longévité qu'a connue notre mémé Ya Joséphine. Nous demandons son inscription dans le livre des records de Guinness. Merci. Texte écrit par Mère Nefertiti. Vive les EPV, vive le Prador dans la santé et la longévité, vive la Côte d'Ivoire dans son développement. Aimons-nous vivants. Mère Nefertiti, à bientôt. Merci à Mère Nefertiti et à travers elle, à toutes les mères de la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Voilà encore un exemple qui devrait attirer l'attention des uns et des autres. Comment quelqu'un peut vivre 128 ans alors que nous autres, nous ne pouvons même pas vivre 25 ans. Quand tu te poses cette question-là, ça t'amène à plus de réponses que tu ne l'espérais. Est-ce que Dieu est injuste? Non. Mais ça pose dans un premier temps la qualité de vie. La qualité de vie n'est pas liée à la richesse. La qualité de vie, c'est d'abord à l'intérieur de soi-même. Tu respecteras et tu honoreras tes pères et mères. Toi, tu as été un enfant impoli dans le quartier. Tu n'as jamais rien respecté. Depuis que tu as 10 ans, tu fais du mal dans le quartier. Les gens ont commencé à te maudire. Ça là, toi-même tu sais que tu vas mener une sale vie. Ah non, ça c'est faux, c'est pas vrai. Ce qu'on appelle malédiction là, ce sont des forces négatives. Tu t'es habitué à des mauvaises actions. Et la société a fini par te désavouer. Et tu t'es habitué à ça là.
tu vas assumer les conséquences. C'est ça qu'on appelle la malédiction. Sinon, il y a plusieurs formes de malédiction. Il y a des gens là, eux, ils vont voler l'argent de 1000 personnes. Eux deviennent politiciens pour voler l'argent public. Mais quand il a fini ça là, l'argent qu'il pensait être un dieu pour lui là, le mal qu'il a fait, les femmes qui devraient accoucher dans les hôpitaux, les enfants qui sont morts, Dieu va lui coller une maladie là. Son argent là, il va dépenser ça dans ça là jusqu'à ce que ça soit fini. Il ne va pas bouffer l'argent comme il le souhaitait. Donc la qualité de vie. Si tu veux vivre longtemps, ou même si tu veux vivre utilement, il faut que tu t'imposes une qualité de vie. Et ce que j'appelle qualité de vie, il faut respecter tout le monde. Même les enfants, il faut les respecter. Arrange-toi pour avoir moins d'ennemis. Ce qui paraît contradictoire. Quand j'ai dit qu'il faut être toujours ferme sur ta vérité. Mais ce que je veux dire ici, ne sois pas quelqu'un, quand tu commences quelque chose là, tu dis, si ça ne se termine pas comme ce que moi je veux là, je ne laisse pas. Hey, faut lâcher prise. Faut te dire, si quelque chose ne doit pas marcher là, c'est que ça ne devrait pas marcher. Faut laisser les choses souvent couler. Ça t'aide tellement toi-même que tu ne vas pas te mettre à te stresser, à créer des toxines dans ton corps. Donc, tu fais ce que tu peux, mais tu ne te casses pas la tête avec ce que tu ne peux pas faire. Que ce soit au-delà de tes compétences ou même de tes capacités. Quand tu ne peux pas faire quelque chose là, il ne faut pas avoir honte. Il faut le dire à toi-même, vrai, là, ça là, je ne peux pas faire. Et puis il faut laisser ça comme ça. Je me souviens, j'ai vu un dessin animé un jour où il y a deux petits garçons qui étaient là, il y a eu un problème. Et il y a un qui a dit à l'autre, comment on fait pour régler le problème? Et le petit garçon répond, mais il n'y a aucun problème. Mais l'autre lui dit, mais le problème qui est là, c'est quoi? Il dit, oui, c'est un problème, mais c'est qu'en ne faisant rien là, le temps lui-même là va régler le problème là-haut. Et c'est la vérité. Il y a des gens là, eux veulent régler tous les problèmes. Tu ne peux pas régler tous les problèmes du monde. Tu ne peux pas toi-même régler tous tes problèmes. Il y a certains problèmes là, c'est en ne faisant rien qu'on les règle. Il y a certains problèmes là, on ne peut pas régler ça avec la force. Donc, il faut de la patience. Et c'est pourquoi j'aime le livre des musulmans, où il est dit le chapitre du temps. Et le dernier mot dit, bienheureux ceux qui se conseillent mutuellement, dans la vérité et dans la patience. Je crois que le terme arabe c'est Watawasaw bil haq, Watawasaw bis sabr. C'est tellement important. Quand tu associes les trois facteurs, temps, patience et vérité, tu ne seras pas éternel. Donc ne cherche pas à agir comme si tu peux régler tous les problèmes. Fais juste ce que tu as à faire. Sois vrai envers toi-même, sois vrai envers les autres et sois patient en toute situation. J'ai tout dernièrement vu une vieille dame qui soigne les pieds cassés quelque part à l'ouest. On lui a demandé, mais quand tu finis, on te donne quoi? Elle dit, ah, moi je ne m'attends à rien. Quand je fais là, quand la personne après vient, si elle-même veut me donner quelque chose, elle me donne. Dans la vie là, il faut éviter d'être le moins déçu possible. Il faut prendre soin de ton cœur. Il faut prendre soin de ton esprit. Toutes les situations qui peuvent te décevoir là, ne te donnent pas des espoirs au-delà de tes capacités. Donc tout ce que tu fais là, fais-le en fonction de ce que tu peux, que les gens reconnaissent. Qui ne reconnaissent pas là, fais ce que tu peux et puis laisse le reste. Ne t'attends à rien, ou bien tout au moins, attends-toi à très peu des hommes. Parce qu'en général, les hommes sont en général très hypocrites. Si tu veux bien vivre, c'est de ne pas bien vivre avec les autres, mais c'est d'abord bien vivre avec toi-même. Attends-toi à très peu. Parce que sur cette terre-là, très peu de personnes agissent par altruisme. Très peu de personnes agissent
en vous montrant leurs vraies intentions. Donc là, tu as fait quelque chose de bien. Il faut laisser ça comme ça. Il faut te dire que le salaire que tu attends là, ce n'est pas des hommes. Et Mère Nefertiti a dit quelque chose qui est encore plus qu'essentiel. Il ne faut pas avoir de rancune dans ton cœur. Et ça, il y a le prophète des musulmans qui nous donne un bel exemple. Une fois, révélation lui est faite d'un homme, et ça se trouve dans le livre de Bukhari pour ceux qui veulent vérifier. Il voit en songe, on dit cet homme-là, ce qui le sépare du paradis, c'est la mort physique de son corps. Mais qu'est-ce qu'il a constaté? C'est que ce monsieur-là venait toujours en retard à la prière à la mosquée. Aïe. Et ok. Donc il a expliqué ça à quelques proches. Il dit, le gars qui vient toujours en retard en prière là, pourtant il a un secret qui est très lourd et qui le rapproche de Dieu. Et parmi les gens à qui le prophète a expliqué ça, il y a un qui s'est dit, par curiosité, je vais suivre le monsieur là pour voir où il vit. Quelqu'un qui ne vient même pas à l'heure à la prière. On dit non, que c'est la mort qui le sépare du paradis. Donc, après les prières, il a suivi le monsieur jusqu'à il a su où le monsieur habite. Après un temps, il a pris courage pour dire au monsieur, il dit, ça fait quelques jours que je te suis maintenant. Voilà ce que j'ai fait jusqu'à savoir où tu vis. Mais je n'ai pas pu comprendre parce qu'on nous a dit quelque chose à la mosquée, mais je veux comprendre. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui là. Voilà ce qu'on a dit de toi dans la mosquée là-bas. Mais qu'est-ce que tu fais qui est exceptionnel? Le monsieur dit que lui-même il ne sait pas où. Il dit, ah pourtant c'est ce que le prophète nous a dit. Donc il faut réfléchir. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu fais. Après un moment, le monsieur lui dit, ah oui, attends. En tout cas, moi, j'ai toujours le cœur léger en fait. Il dit, chaque nuit avant de dormir là, je fais le bilan de ma journée. Tous ceux qui m'ont fait du mal, je dis à Dieu de me donner la force d'oublier et de pardonner. Et je bénis ceux qui m'ont fait du bien. Il dit ça avant de fermer mes yeux pour dire que j'ai dormi là. J'oublie tout ce que les gens m'ont fait en mal. C'est tellement important. Mais est-ce que vous n'aviez pas vu dans les évolutions spirituelles où on a parlé de l'âme apaisée? Et donc avoir déjà une âme apaisée, c'est être au paradis. Dans une autre sourate du Coran, quand Dieu nous parle des différentes étapes évolutives de l'âme, il dit, heureux, toi âme apaisée. Je n'ai pas le verset en tête clairement. Et donc quelqu'un qui est en paix avec lui-même là, ça te permet de ne pas toi-même dégager des ondes négatives contre toi-même. Parce que quand tu dégages, quelqu'un qui est un sorcier, lui veut que les autres soient détruits là. Ce que tu lances là, ça te revient. Et quand tu as le cœur léger envers toi-même là, ton esprit il est tranquille. Tu ne te crées pas des toxines dans le corps. Vraiment, merci à Mère Nefertiti d'avoir développé cette question-là. On aurait pu spéculer là-dessus profondément, mais comme on doit aller aussi chercher notre pain, on va s'arrêter là. On va permettre à tous ceux qui veulent s'exprimer, on va laisser 1 minute. À tous ceux, toutes celles qui voudraient prendre. Et surtout, dites la vérité aussi, c'est important. Quand tu n'aimes pas quelque chose là, il faut regarder la personne et puis tu dis ce que tu penses. Ça aussi, c'est important. Ça choque les gens, hein? Mais ça va te permettre d'éloigner tous les hypocrites de ta personne. Quand tu dis la vérité sans condition là, tous ceux qui savent que, ah lui là, il est mauvais, hein?
ils parlent mal, hein. C'est les gens qui devraient te détruire là. Par hypocrisie, qui devraient venir te détruire là. Quand tu leur dis ce que tu penses, à toi là, tu sens. Toi là, tu es comme ça là. Quand tu dis les choses comme tu vois là, comme de la manière les enfants parlent là, tu vois que tous les hypocrites s'éloignent de toi. Et moins tu auras d'hypocrites autour de toi, et mieux tu vivras. Et ça, c'est important. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup Emmanuel Kant. En tout cas, dans sa philosophie de la vérité, il dit, quels que soient les contextes, même quand la vérité est contre toi, il faut la dire. Parce que ça va te sauver. Et on parle il appelle ça l'impératif catégorique. Et c'est la vérité. C'est ce que le Christ a dit et c'est ce que le prophète des musulmans a dit. La vérité vous affranchira. Et le grand maître Nietzsche ira même pour nous dire qu'il n'y a pas plus venineuse qu'une demi-vérité. Ceux qui veulent plaire à tout le monde souffrent. Il ne faut pas chercher à plaire à tout le monde. Soit tu plais à ceux qui sont vrais, ou bien tous ceux qui sont faux te détestent. Mais toi, tu restes en paix vis-à-vis de ta personne.